À notre pente, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Arakaï du 20 janvier 2026, consacrée pour sa partie artistique au groupe Prologue, dont nous avons découvert une partie de la production dans une galerie. Voilà, l'enseigne des Houdins. Effectivement, après la découverte de Magdalena Bakanovic au musée Bourdelle, il nous fallait trouver une exposition qui puisse encore nous surprendre. C'est chose faite. Un lieu, déjà, l'enseigne des Houdins, aux 4 rue Martel, au sous-sol d'une ancienne imprimerie qui fut le siège du journal Les Échos dans le 10e arrondissement, abritant aujourd'hui plus de 70 entreprises. Et une exposition, le groupe Prologue, un groupe de peintres roumains formé en 1985. Un petit détail pratique. Pour descendre au sous-sol, vous allez affronter un escalier quasiment mortel pour les gens qui ne sont pas très mobiles. Alors, je vous recommande, pour l'avoir expérimenté sans m'être maravé complètement, en bas de cet escalier, si vous n'êtes pas d'une mobilité, d'une flexibilité particulière, il va falloir descendre. Il vaut mieux descendre de biais. Vous tenez vos 2 mains à la rampe et vous descendez de pied. Voilà, donc on a découvert ce sous-sol qui a été récemment rénové et cette exposition Prologue. Donc Prologue, qu'est-ce que c'est ? Une résistance silencieuse qui est née sous le communisme. En 1985, donc en pleine Roumanie communiste, alors que l'espace public se fermait progressivement à toute expression artistique authentique, 5 peintres ont décidé de faire de l'art une forme subtile de résistance. Donc il y a Paul Gerasim, Constantin Flondor, Aurea Pastina, Cristian Parachiv et Mihai Sârbulescu qui ont fondé ce groupe Prologue qui est aujourd'hui considéré comme la plus ancienne communauté artistique encore active dans les beaux-arts roumains. C'est-à-dire que ce groupe existe toujours. Leur première exposition, Fleurs de pommier, inaugurée cette même année à la galerie Caminiul Artel de Bucarest, n'était pas seulement un événement plastique. Elle affirmait une vision de l'art comme acte méditatif, enraciné dans le silence, l'introspection et la contemplation. Le nom même du groupe, Prologue, évoque une ouverture vers la création, le commencement, le sens. Au fil des décennies, le groupe a évolué et après le décès de Paul Gerasim en 2016, l'artiste Grigorescu a rejoint le noyau fondateur. Autour d'eux, des artistes confirmés et des collaborateurs fidèles ont enrichi la dynamique du collectif sans jamais lui imposer de programme rigide ou de manifeste. Leurs expositions en Roumanie et à l'étranger ont témoigné d'un engagement constant, faire de la peinture un lieu d'attente et de présence à rebours de la production spectaculaire. Prologue n'a jamais été un collectif ordinaire et à travers leurs œuvres, ses membres explorent la lumière, la nature et le temps dans une quête discrète du sens. Pour eux, peindre revient à écouter plus qu'à s'imposer, à traduire l'invisible dans des formes visibles. Le peintre Constantin Flondor, un membre fondateur du groupe, revient sur l'essence de cette démarche qui a uni le groupe tout au long de ces 40 années. Comment dire, structure ou caractère, ce qui caractérise le groupe Prologue, c'est l'hommage que nous rendons à la nature. En tout cas, c'est ce qui nous a tous unis. Je pense que la longévité est définie par le premier critère de ce groupe, l'amitié. Elle a été suivie par la nature, la peinture et les 3 dans l'esprit de la foi. Mais l'amitié ne se construit pas en un jour, ni en 2 d'ailleurs. Une fois l'amitié commencée, si elle s'approfondit, elle peut durer des années. C'est la première condition. La deuxième, c'est que ce groupe, qui n'est même pas un groupe d'ailleurs, n'a pas établi de programme. Nous devons réaliser X, Y, Z œuvres, nous avons un algorithme que nous devons remplir et une fois qu'il est, le groupe meurt. Non, c'est sur cet amour plus ouvertement, plus mystérieux pour la nature et pour les dons que Dieu nous a donnés sur terre. Cette année, la Galerie Romana de Bucarest a célébré donc les 40 ans du groupe par une exposition qui a été consacrée à Paul Gerasim à l'occasion du centenaire de sa naissance. Une manière de saluer une œuvre discrète mais majeure et donc une amitié hors du commun. Le rédacteur en chef d'un magazine culturel roumain résume l'originalité du groupe Prologue avec finesse. Le groupe Prologue est un groupe
paradoxal. C'est un groupe qui vit depuis longtemps, 40 ans pour être exact. Cela fait 40 ans qu'il existe et qu'il fonctionne, mais à sa manière qui est très intéressante. Chacun d'entre eux a une personnalité très distincte, ils sont très différents les uns des autres. Paul Gerasim a eu l'extraordinaire intuition de leur donner une formule il y a 40 ans. Allons tous peindre dans le jardin. Ils ont pris leur chevalet, sont sortis en plein air et se sont mis au travail. Et chacun a travaillé selon sa personnalité, selon son style, selon son âme. Ils ont fait des choses très différentes et pourtant d'une certaine manière, ils parlent de la même chose et c'est pour cela que je crois que ce qui les a maintenus ensemble, ce n'est pas un programme, ce n'est pas un but, ce n'est pas, comment dire, la joie d'une solidarité qui fait que chacun se sent plus fort, pas du tout, c'est l'esprit. Ce qui les tient ensemble, c'est l'esprit. Alors Paul Gerasim, lui qui est une figure centrale du groupe, était reconnu pour son humilité autant que pour la rigueur lumineuse de ses œuvres, et son ami et collègue Constantin Flodor évoque sa mémoire. Je vais vous lire ce qu'il dit. Les mérites de Paul Gerasim ne sont pas entièrement connus, précisément parce qu'il était un homme modeste, réservé, sans esprit offensif, mais aussi parce qu'il était notre ami et conseiller le plus proche. Il était aussi le plus âgé d'entre nous. Il est intéressant de constater que dans le groupe Prologue, tous les 10 ans environ, nous avons un représentant, Paul Gerasim qui aurait eu 100 ans aujourd'hui. Je suis 10 ans son cadet, j'aurai 90 ans l'année prochaine. Suivrait ensuite Pastina, de 10 ans son aîné, Mirail Sarbulescu avec Parachiv, et ainsi de suite. Il est intéressant de constater qu'entre les générations, avec une différence de 40, presque 50 ans, il y a des différences, une communion très forte et une relation très étroite. C'est certainement lui qui était à l'origine de notre rencontre à Tescani vers 1985. Et à l'ère du numérique et de la consommation rapide de l'image, le groupe Prologue continue de proposer une autre voie, celle d'un art enraciné dans le silence, la lenteur et l'écoute, une forme d'être au monde plus qu'un simple geste artistique.
Tsigan roumaine, Zmala. Donc on va parler un petit peu comme des œuvres qu'on a vues, parce que c'est quand même plutôt l'intérêt de nos papotages. Oui, ce sont des œuvres, c'est vrai que c'est presque pour caractériser ce qui pourrait être ce groupe, c'est assez difficile puisque c'est une exposition d'œuvres très différentes les unes des autres. Pour percevoir quelque chose comme cette espèce de communauté un peu d'esprit qu'évoquait ma camarade dans son billet, très intéressant d'ailleurs, sur cet esprit artistique insufflé dans ce groupe par son fondateur, qui serait centenaire aujourd'hui. Voilà. Il n'y a pas vraiment, on ne ressent pas en tout cas comme dans les groupes, comme dans Cobra, dans ces choses-là, voilà, des groupes plus contemporains, pas plus contemporains, mais des groupes artistiques, des réunions d'artistes, où les fauves, ou l'art moderne parnassien avec Soutine, avec Modigliani, etc. Là, il y a pas on ne sent pas justement une communauté. Il y a probablement une communauté d'esprit, mais pas une communauté de genre artistique. Voilà. Et moi, ce qui m'a frappé c'est très mystique en même temps. C'est vraiment, on sent des gens qui sont un petit peu dans cette mouvance un peu religieuse, mystique, oui, c'est bien plus mystique qu'autre chose, avec des images pieuses qui se rapprochent de la piété, voilà. Et dont un des artistes, c'est Gerasim, Paul Gerasim. Gerasim, c'est le fondateur. Non, c'était Flondor le fondateur, mais Gerasim est arrivé après. Oui, Gerasim. Une espèce une peinture qu'on verrait plutôt comme une sculpture, voilà, qui évoque justement, alors elle peut évoquer le Christ, elle peut évoquer un saint, enfin, ça fait très image pieuse, mais très dépouillé, très simple, voilà, c'est pas... L'homme aussi, l'homme, pour moi, oui, c'est l'homme, voilà, l'homme dans le monde, enfin, dans vraiment, le monde, tout à fait. Dans des tons rabattus, avec une belle pâte, voilà, pour moi, c'est un peu le symbole de cette expo, de ce groupe, dans cette figure un peu, oui, comme comment dirais-je, la statuaire des églises romanes ou quelque chose comme ça. Voilà. Il y a évidemment bien d'autres, il y a des paysages, il y a entre autres un artiste que j'ai beaucoup aimé, ça finit par, oui, qui a un nom très très roumain d'ailleurs, qui fait des paysages dans la pâte, mais qui sont assez... Il y a une filiation un peu avec Soutine. Voilà, les noms m'échappent ou sont trop difficiles. Bon, les noms, c'est pas ce qui est le plus important. L'important, c'est éventuellement d'aller voir ses œuvres, voilà, c'est ça. Et de voir effectivement ce qui nous a tout de suite étonné, comme tu le dis, c'est que c'est très disparate. Donc, il y a des œuvres qui nous ont énormément plu, d'autres on était nettement moins sensibles. Je crois que surtout les œuvres géométriques. Voilà, Pastina fait un travail très géométrique, donc ça ça nous a pas beaucoup touché. Toi, il y a une œuvre que tu as bien aimée, c'est une descente de croix. Une descente de croix, tout à fait, qui est un peu dans le même esprit que celle dont je viens de vous parler, de cette espèce de sculpture peinte. Voilà, une peinture qui ressemble à une sculpture plutôt, qu'on pourrait trouver, si vous voulez, à Notre-Dame de Paris, dans tous ces saints de la façade de Notre-Dame de Paris. Voilà. Et il y a aussi à un moment deux tableaux de paysages, alors c'est l'encadrement aussi qui rajoute, parce que c'est du bois en fait. C'est des planches grisâtres de bois qui a subi la pluie, qui a subi le froid, qui a subi le gel, qui a subi le soleil. Vous savez, ce bois qui devient gris, voilà. Et ils ont fait des encadrements, mais c'est très rare de voir le travail sur l'encadrement comme ils l'ont fait pour quelques-uns de ces artistes. C'est vraiment, il y a le travail et la peinture, mais sans ces encadrements-là,
elle perdrait beaucoup de son intérêt, la peinture. Il y a un mariage qui se fait avec ces vieux bois et ces peintures, voilà, qui sont des peintures très travaillées dans la pâte, etc. C'est pas du tout des paysages réalistes, c'est des impressions de paysages comme ont pu en faire certains impressionnistes. Ouais. Et il y a aussi 2 détournements quand même d'icônes, justement. Ouais. C'est Christian Parachive. Ce sont des petits formats, hein, et donc c'est doré comme des icônes et tout, sauf qu'en fait on distingue la faucille et le marteau, quoi. Voilà, qui sont évidés dans l'icône. Donc qui sont en volume en fait, mais en creux dans l'icône. Oui, c'est assez curieux comme mariage. La chrétienté, enfin l'image pieuse et une faucille et un marteau, c'est assez inédit. Je ne sais pas très bien ce qu'on peut en penser, en déduire, en conjecturer. Ça me semble assez étrange quand même. Ouais, en tout cas, justement, c'est ce côté étrange qui nous a plu, parce que moi, j'ai pas vu tout de suite la faucille et le marteau, justement. Ouais. Moi, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, t'as pas aimé, cette sculpture en toile enduite qui a été modelée sous une forme de corps et de visage. Oui, de Lazare. Lazare sortant du tombeau. Et c'est l'emploi d'une toile, d'un châssis et d'un châssis entoilé, déformé comme une sculpture. Voilà, c'est une sculpture dont la structure est un châssis entoilé déformé. Dont on voit avec un fusain qui représente la tête de Lazare, c'est Lazare qui sort de son tombeau en quelque sorte, ou qui est encore dans son tombeau mais qui va en sortir. Ouais. Il y a aussi un tableau qui représente une racine, très belle racine. Ah oui, magnifique. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment quelques œuvres à découvrir. Et quand on regarde un petit peu, par exemple, les parcours de différents artistes, je pense à Grigorescu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu que cette phase-là, quoi. C'est des artistes qui, pour certains, comme Grigorescu, ont eu une peinture très classique, naturaliste. Voilà. Et là, donc, on est dans les années 85, donc bien plus tard. Qui ont été influencés par les peintres de Barbizon, par ces naturalistes, voilà, du 19e siècle. C'était leur modèle. Ils ont fait une peinture différente, mais très inspirée quand même des peintres de Barbizon, par exemple. Voilà. Ouais. Et en fait, je voudrais revenir alors aussi sur ce lieu, l'enseigne des Houdins, qui est quand même un lieu qu'on ne connaissait pas. Donc ça, c'est toujours très sympa de découvrir des nouveaux lieux. Donc c'est un lieu qui maintenant est un fonds de dotation, donc qui est apparemment d'après Alain Houdin, qui est à l'origine de la création, lui était un ancien galeriste et est considéré comme un musée. Donc ce sont Alain Houdin et l'artiste Marie Chamand qui ont inauguré en 2018 ce nouveau lieu d'exposition et de recherche au cœur du 10e arrondissement de Paris. Donc c'est, comme je le disais, situé dans une ancienne imprimerie qui est complètement rénovée. C'est le dernier né des nombreux projets du couple qui est engagé depuis très longtemps dans la promotion de l'art contemporain et notamment des démarches avant-gardistes et radicales. Et donc, ils sont fondateurs de cette galerie, l'enseigne des Houdins, qui avant était installée boulevard de Sébastopol, puis rue Quincampoix et qui maintenant est rue Martel. Et en 2015, ils ont donc décidé de créer ce fonds de dotation pour pérenniser la diffusion de l'œuvre de certains artistes et mouvements qui ont façonné la spécificité de leur galerie et d'assurer aussi la gestion de fonds d'atelier. Et quand on dit que c'est un espace de recherche, effectivement, nous après on est allé il y a une grande salle qui est remplie de livres, de magazines. On nous a montré, il y a des vidéos sur ces artistes. Et quand on regarde sur leur site, effectivement, c'est un espace où on peut venir travailler, quoi. Oui, comme chercheur. Oui, comme chercheur, tout à fait. Et on a été quand même très bien accueillis. Ah, tout à enfin, fait, c'était. Il y avait aussi, il faut dire qu'il n'y avait pas une foule qui nous empêchait de discuter avec ceux qui tiennent ce lieu artistique. Quoi. Donc voilà, c'est une découverte. Et effectivement, comme on cherchait quelque chose qui ne soit pas complètement dans ce qu'on voit traditionnellement, ça a bien répondu à nos attentes, quoi. Oui, tout à fait, parce que, enfin, personnellement, je suis dans un moment où je remets un peu en question toute cette... Ouais, je vais en parler dans le culturel. Voilà, un moment où on peut se poser des questions sur les finalités, les exigences, les turpitudes de l'art contemporain, mais pas la caricature de l'art contemporain
qui élèvent des petits machins de briques dans le sable ou des télévisions qui font de la mousse, mais l'art contemporain, l'esprit contemporain de l'art aujourd'hui, quoi. Foaie verde, ia somie, macalașiții gănie. Păi de când am intrat în tine, m-a rămas carne din mine. Păi nici o litră, nici un gram, că-i mâncată de dușmanii. Din puținul ce-a rămas, toți afrim și toți ars, măi. Măi, poate macalalele, măi, rămădor picioarele, măi, poate macalalele, măi, pe la toate mândrele, măi, ce mi-au mâncat zilele, măi, pe la toate mândrele, măi, ce mi-a mâncat zilele. Alors, c'était Tarafoul Bucuroles Tilor, la musique des Lautarit Tziganes de Bucarest. Donc les expositions, cette exposition, le groupe Prologue à Paris à l'enseigne des Houdins 4 rue Martel, c'est jusqu'au 28 février. Une nouvelle exposition au Grand Contrôle à Paris, dans le 12e arrondissement, Gaza, We Did What We Could. Donc c'est Gaza, octobre 2023, sous les bombardements et le siège, des soignantes restent auprès de leurs patients, malgré le danger, pour témoigner et agir. Donc c'est une exposition qui est conçue par Clotilde Bravco et Médecins sans frontières. C'est une exposition multimédia qui plonge au cœur de ces témoignages de la destruction du tissu social et de la vie quotidienne dans la bande de Gaza, et c'est jusqu'au 12 février. Donc le Grand Contrôle, c'est 81 rue du Charolais dans le 12e arrondissement. La trame de l'existence, Magdalena Abakanovic, est au musée Bourdelle jusqu'au 12 avril. L'École de Paris, collection Marek Roffler au musée de Montmartre jusqu'au 15 février. Niki Saint-Phal du Buffet, Destin croisé à la Fondation du Buffet jusqu'au 13 février. MC Cher à la Monnaie de Paris jusqu'au 1er mars. Philippe Guston au musée Picasso jusqu'au 1er mars. Impression Nabi à la BNF Richelieu jusqu'au 8 mars. Georges Condo au MAM jusqu'au 8 février, Pekka Alonen, un hymne à la Finlande au Petit Palais jusqu'au 22 février, la galerie Kaléidoscope, paysages disqualifiés, paysages retrouvés jusqu'au 31 janvier. Le culturel de la semaine. Robert, toi tu as vu plein de choses. Oui, j'ai vu la reconstruction de la cathédrale de Paris sur les 5 ans qui viennent de passer, et j'ai été absolument fasciné par le travail des charpentiers, depuis les coupes de bois dans les forêts, diverses forêts françaises, voilà, pour les chênes, etc., comme les chênes qui étaient dans la structure qui a brûlé, et le rassemblage. Mais c'est fascinant de voir ce travail des charpentiers, avec les mêmes outils que les charpentiers qui ont construit Notre-Dame, c'est-à-dire des haches, pour finir, parce qu'ils expliquent que, si vous voulez, il fallait rester dans le fil du bois, etc. Il y a tout un langage technique et tout un appareillage d'outils, voilà, des outils du Moyen-Âge. Et, alors évidemment, c'est affûté comme des rasoirs, etc., mais de voir un charpentier en train d'équarrir une poutre
à la main, avec ces haches, c'est fascinant. Et puis après, l'assemblage, le montage de ces poutres qui peuvent peser vraiment très très lourd, c'est quelque chose de mais magique, inimaginable. Quoi. On se demande comment une telle, comment dirais-je, un tel art peut se réaliser aujourd'hui avec ces outils primitifs, enfin primitifs pour aujourd'hui, parce qu'il n'y a aucune scie électrique, il n'y a aucun rabot électrique, tout est fait à la main. Et puis, la deuxième merveille que j'ai pu observer pendant ce documentaire, c'est le montage des échafaudages. Ça paraît ridicule, mais là, c'est absolument du grand art, parce que c'est sur des hauteurs invraisemblables, c'est un fouillis de traverses en fer, etc., etc. Il y en a pour des tonnes et des tonnes, et c'est calculé parce que c'est en fonction aussi du travail des charpentiers, du travail de tous les corps de métier qui sont à la tâche, à l'intérieur de ces échafaudages ou à l'extérieur, et qu'il faut qu'ils puissent travailler aussi, qu'ils puissent bouger, etc., etc. Et donc c'est calculé, mais au centimètre près, les espaces nécessaires pour que le travail se poursuive, etc., etc., etc. C'est fascinant. Et je pense que un pays comme la France a cette chance, si c'est une chance en tout cas, de posséder encore des compagnons du devoir pour la charpente, pour la taille de pierre, qui sont d'une compétence, je crois, c'est plus que des artisans, ce sont vraiment des artistes. Ouais, mais quand je me suis promenée vers Notre-Dame récemment, il y avait des photos justement de tous les corps de métier qui ont travaillé. Quoi. Ah oui, et pendant 5 ans, parce qu'il y avait des artisans qui voyaient pas leur famille pendant des mois, voilà, parce que ceux qui partaient par exemple dans les forêts à Orléans ou un peu partout en France pour couper des arbres, pour les ramener, etc., pour après les équarrir, et tout ça c'est fait à la main en plus. Et ben ces gens-là, ils étaient mobilisés sur le terrain pendant des fois des mois sans retrouver leur famille, quoi, par exemple. Il faut penser à tout ça, c'est pas simplement un travail comme ça d'artisans qui reconstruisent une cathédrale, c'est beaucoup plus que ça. Voilà. Puis alors ça finit, ce documentaire se termine par les vitraux. Et là, on voit tout le travail, justement, pas forcément de restauration, parce que c'est surtout de nettoyage des vitraux et de leur remontage. Voilà, c'est vraiment là aussi quelque chose d'invraisemblable, qu'on ne peut pas imaginer, quoi. Il n'y a pas de machine pour faire tout ça, c'est à la main. Voilà. Alors moi j'ai vu le film Palestine 36 d'une réalisatrice palestinienne qui s'appelle Anne-Marie Jassir, un film incontournable, à voir absolument aujourd'hui. C'est un film magistral, magnifique, très bien filmé, très bien joué. En fait, on est en 1936, donc en Palestine. C'est la grande révolte arabe qui est destinée à faire émerger un État indépendant, alors que le territoire est sous mandat britannique, et on voit exactement comment chaque groupe, il y a des colonies juives qui s'implantent de plus en plus, il y a les rebelles arabes et les Britanniques qui sont là à gérer, et on voit comment déjà en 1936 il va y avoir comment vont être assassinés les rebelles, comment les Anglais pratiquent, et c'est un film qui est dur parce qu'en fait, quand on ne peut pas faire abstraction de ce qui se passe aujourd'hui, et on voit 90 ans plus tard, en fait, on n'a toujours pas trouvé de solution, et que c'est même de pire en pire que la Palestine se réduit de plus en plus. Mais vraiment, il faut absolument aller voir ce film, il faut soutenir ce cinéma, et les images sont très très belles en plus. Il y a quelques images d'archives qui ont été colorisées, qui sont placées de temps en temps, donc n'hésitez pas, foncez, quoi. Et tu as continué dans ta lancée par 3 documentaires sur la Renaissance. Sur la Renaissance. Et alors là, c'est là que ça me fait remettre en question dans ma tête, en tout cas, depuis la Renaissance, tout ce qui s'est passé après, justement, la Renaissance,
qui conduit aujourd'hui à une négation totale de la création artistique, enfin, un affadissement considérable en tout cas. Quand on voit 3 personnages majeurs du Quattrocento, je veux dire Michel-Ange pour la sculpture, je veux dire Léonard de Vinci pour la peinture, le dessin, l'architecture, etc. Et Raphaël pour la peinture. Je veux dire, quand on a ce trio réuni en Italie, que ce soit à Rome, que ce soit à Florence, que ce soit à Milan, que ce soit voilà, c'est quelque chose de totalement, presque incompréhensible aujourd'hui que de tels génies, génie ça veut rien dire, que de tels artistes aient pu vraiment exister. On a les témoignages de leur existence par la Pietà de Michel-Ange, par la scène de Léonard de Vinci et par les décors de la chapelle Sixtine de Raphaël, bien sûr, et de peinture sur la Vierge, sur l'enfant, sur ceci et cela de piété. Mais, si vous voulez, ouais, pour quelqu'un comme moi, c'est presque du domaine de l'imaginaire, quoi. Juste à se demander, oui, ça existait bien sûr, puisqu'on a le témoignage avec ce qui reste de leur création. Mais c'est là que ça devient quelque chose de complètement surnaturel, c'est de penser que quelqu'un comme Michel-Ange, c'est celui qui a survécu aux 2 autres, parce qu'il est mort à 88 ans, alors que Vinci est mort à 63 ou 65 ans, et que Raphaël est mort à 30 et quelques années, voilà. Mais de voir, par exemple, Michel-Ange, quand il sculpte son David dans un bloc de marbre qui fait 7 mètres de haut, dont personne n'a voulu attaquer pour réaliser quelque chose avec ce bloc de marbre, c'est Michel-Ange qui s'y est collé et qui a fait un David. Voilà, son David. Personnellement, je suis pas fanatique de cette sculpture, mais c'est quand même un chef-d'œuvre dans le marbre, quelque chose. J'aime pas beaucoup les sculptures de mecs avec leurs petites quéquettes et leurs petites paires de burnes, là, tout ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Je veux dire, esthétiquement, je trouve que les corps de mecs, à part, si, il y a des gens comme Bourdelle ou des gens comme Rodin qui sont arrivés à faire des corps qui soient vraiment des corps humains, vivants, gesticulants, tordus, bossus, tout ce qu'on veut, mais les sculptures de la Renaissance, ou d'ailleurs d'avant ou d'après, me bouleversent pas quand ce sont des sculptures de mecs. Voilà. Même ceux qui sont issus de l'Antiquité grecque ou romaine. Mais par contre, la Pietà de Michel-Ange, alors là c'est vraiment bouleversant, mais le terme est un petit peu fluet, parce que c'est de voir cette tête de vierge, c'est magique, voilà. On part dans des mondes qui sont complètement extravagants, irréels, voilà. C'est la magie de l'art. Pour moi, Michel-Ange, c'est vraiment ses peintures, non. Parce que ces peintures avec ces nanas avec des gros biscottos, ces mecs aussi, vraiment, ce sont des caricatures pour moi. Mais Raphaël, pour la peinture, par contre, lui, il a un côté quand même très, très évanescent, très, voilà, très féminin, on peut dire, même. Mais pour moi, le vrai génie, c'est le sculpteur Michel-Ange, parce que la sculpture, c'est quand même un travail physique, quelque chose surtout que ce personnage, Michel-Ange, il pouvait rester des heures à taper sur le marbre en clignant des yeux en permanence, parce que pour éviter les éclats dans les yeux, c'est-à-dire qu'il avait les yeux qui étaient tout le temps en train de fermer, ouvert à chaque coup de burin, à chaque coup de burin dans la pierre, voilà. Non, c'est vraiment une série et trois docs. Il y en a pour un moment à regarder, mais ça passe comme une lettre à la poste, hein, pour retomber un peu sur terre. Ouais, c'est sur Arte. Et toujours sur Arte, alors moi c'est carrément un autre registre. J'ai regardé le documentaire qui s'appelle Désir et rébellion, l'art de la joie de Goliarda Sapienza.
Alors, je m'intéresse à Goliarda Sapienza pour plusieurs raisons. J'avais lu il y a quelque temps L'Art de la joie, qui est un livre de 800 pages, qui est un livre qu'on appelle, c'est un parcours anarchiste d'une jeune fille, une petite fille qui est née dans un village pauvre de Sicile et qui va transgresser tous les tabous pour acquérir sa liberté. Donc effectivement, c'est un manuscrit qui n'a pas plu, c'est un livre qui n'a pas pu être édité du vivant de Sapienza Goliarda. Et c'est son dernier mari qui a réussi 10 ans après sa mort à le faire publier. Et aujourd'hui, c'est étudié partout comme un des romans majeurs italiens, contemporains. Et Goliarda Sapienza, justement, dans le film Fiori, elle est mise en scène, elle a fait de la prison à un moment donné. Et donc Fiori raconte son passage en prison et le lien qu'elle entretient avec ses co-détenus. Et donc ce livre, L'Art de la joie, n'est pas un livre autobiographique, mais il y a vraiment c'est un livre qui est vraiment séduisant. Cette jeune Modesta est vraiment une héroïne comme on n'en imagine pas, quoi. Et si, la peintre italienne ah oui, Artemisia Gentileschi. Oui. Mais ça fait penser un peu. on a vraiment une enfant qui sort d'un milieu misérable en Sicile et qui va, quand j'y transgresser les tabous, c'est-à-dire qu'elle aura sa sensualité, ses désirs sexuels qui peuvent être aussi bien des amours masculins que féminins, et en même temps, elle va pas hésiter à de temps en temps, s'il faut que la personne disparaisse, on y va, quoi, parce qu'elle a qu'une volonté, c'est acquérir cette liberté et avoir cette joie. En fait, c'est ce qui va la motiver, c'est garder toujours une forme de joie au cœur, quoi. Et donc ce documentaire raconte la vie et le parcours de Goliarda Sapienza, comment elle a travaillé, on la voit beaucoup, on entend sa voix, et je trouve que vraiment c'est important aujourd'hui de continuer de lire L'Art de la joie et de la rencontrer elle, quoi. Et tout de suite, sur Radio Sous-Ponte, la station des Rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, qui émet depuis un garnier et diffuse sur Internet, aracaille.fr. Le salut à nos amanges. Claude et André de la Noration, Claude et William, nos potes de Brest. Salut les potos. Pas de nouvelles, j'espère que vous allez bien. Ouais, parce que nous, on vous donne des nouvelles quand même presque toutes les semaines. Vous faites-nous un petit coucou pour nous dire si ça va quand même. Ouais, vous faites simplement coucou. Jean-Paul Souverain, un grand peintre qui s'est posé à coups de kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, dans une petite rue de Schnorr, bordée de maisons en briques et pavées. Voilà, Jean-Paul Souverain, ce qu'on a visité il y a quand même quelques années déjà, puis dont on garde un souvenir vraiment ému. Claudine, une camarade de combat, ma camarade de combat piqué-coup, des potes depuis le temps où elles étaient au chagrin dans une grande institution française. Et voilà, c'est des potes de chagrin. Corinne, Anne-Emmanuel et Fredo, trois potes qui sont dans l'art. Corinne qui est tapissière, et pas n'importe quelle tapissière. Anne-Emmanuel, qui est peintre et graphiste, illustratrice, et pas non plus n'importe quelle peintre illustratrice, et Frédéric qui fricote avec des petites aquarelles charmantes. Juliette Planck, une graveuse émérite en relégation à Rochefort-sur-Mer. Sophie Villoutrex-Brageux, une Versaillaise, graveuse et peintre. Clément, qui grave sur tout ce qui bouge, le Van Gogh de la taille d'épargne. Agnès Dubar, en relégation en Bretagne Sud, après avoir été en relégation en Ariège, et après avoir quitté l'île où nous l'avons rencontré pour la première fois. Thierry Morciot, un grand de la gravure, et belge en plus, ce qui ne gâche rien, un graveur bruxellois qui fait un travail magnifique et dont vous pouvez retrouver les œuvres sur son site qui est indiqué sur notre blog. Alice Amoroso, une très jeune graveuse qui déménage, ainsi que son camarade Raoul Villoula, voilà, aussi peintre et graveur. Alice est graveuse, elle n'est pas peintre. Raoul plutôt est peintre et graveur. Graveur d'abord et peintre ensuite, enfin voilà, les deux. Colette et Jacqueline, deux veuves
Colette d'un plasticien Odon et Jacqueline d'un grand peintre Raymond Imbert, mais qui ont pris la trimar et qui elles-mêmes viennent de les rejoindre. On en garde un souvenir ému. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar dont il ne reste que Laurence, Liliane et époux, si on peut dire ça comme ça, pour être on n'est pas non plus ici des gentlemen affirmés. Geneviève, notre sorcière bien-aimée, dont on chérit aussi le souvenir, et la Rousse flamboyante qui fait son taf sur une radio Oni, 3 émissions consacrées aux enfants et à leur papa et leur maman. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre Bon-Marlotte. Florence Quenu, qui tient la librairie L'Empreinte à Bon-Marlotte. Florence Quenu, qui est une ancienne de la fondation du Buffet. Dominique Paula-Lardouin, une grande galériste qui a un peu secoué les puces de l'art parisien, dont on chérit le souvenir. Marie Dognaud, une galériste vivante, un scoop, dont on aime beaucoup la manière dont elle expose les œuvres d'artistes qui ne sont pas n'importe lesquels. Antoine Mallory de Panam Swing, un grand inconnu, un grand trio de musicos, connu seulement de ma camarade Piqueco, et Anna Sinoraska, une peintre polonaise aussi connue, plus connue, non, c'est une peintre qui est quand même déjà un peu connue et dont on adore le travail. L'émission est à l'écoute sur notre blog aracle.fr et on signe tout de suite avec Félix Mel. Félix Mel, faut vivre! Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut Pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'intérêt,
interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre. Faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.